Palmyre en Syrie, Ramadi en Irak. Comment les djihadistes de Daesh ont-ils pu se retrouver aux portes de Damas et de Bagdad malgré les frappes de la coalition internationale? Quels sont les non-dits dans ce conflit? Quelles sont les cartes cachées dans le grand jeu régional? Des questions que nous allons poser à nos invités qui comptent parmi les meilleurs experts sur ce dossier. Gilles Kepel, bonsoir. Vous êtes entre autres auteur de ces deux ouvrages, Passions arabes et Passions françaises. C'est chez Gallimard. Vincent Desportes, bonsoir. Ancien général de l'armée de terre et vous enseignez la stratégie militaire à Sciences Po. Et puis Olivier Ravanello, notre éditorialiste international pour iTélé. Bonsoir Olivier. On va donc commencer d'abord avec la situation en Syrie, si vous le voulez bien, et avec cette image du jour. La contre-offensive de l'armée syrienne sur la ville de Palmyre. Damas parle de 160 cibles touchées. C'est le début de la reconquête, Monsieur Desportes, ou ça va rien changer sur le terrain? C'est difficile à dire. On a bien vu que tout va et vient et on ne peut pas juger. Mais je crois que quelques bombardements ne font pas la reprise d'une ville. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et pour aller reprendre une ville, il faut se engager au sol, il faut consentir des pertes. Je ne suis pas absolument sûr que l'armée syrienne soit prête à consentir des pertes terribles, alors qu'elle a d'autres enjeux de préservation de la partie ouest du territoire syrien. Olivier Ravanello, pour qu'on comprenne bien, pour que notre téléspectateur comprenne bien, l'enjeu stratégique de cette ville de Palmyre, c'est quoi? C'est un verrou? C'est une porte? C'est une possibilité de couper, d'isoler le régime de Damas. Si on voit une carte, on va s'apercevoir que Palmyre permet deux choses. Tout d'abord, si vous allez vers le sud, ça ouvre la porte vers le désert qui plonge vers l'Irak et qui vous permet, en longeant l'Euphrate, de redescendre vers l'Irak. Et puis surtout, au nord, si vous remontez, ça donne un accès à la mer, ça permet de couper les liens qu'il y a encore entre Damas et Homs, et ça isole ce qui reste de ce réduit alaouite, de cette minorité qui est autour du président Assad, et ça accule Damas, qui n'a plus qu'une seule porte de sortie, c'est de se retourner vers le sud, vers le Liban et vers la plaine de la Bekaa. Juste une chose, lorsqu'on parle de tactique, je pense qu'il est important de préciser que Daesh ne fonctionne pas comme une armée verticale. Il n'y a pas à sa tête un Joukov, un Montgomery ou un Rommel qui a des cartes d'état-major et qui pousse des pions en Syrie, qui en pousse d'autres en Irak et à Ramadi. Les groupes combattants qui structurent Daesh prennent des initiatives locales. Ils s'appuient parfois sur des chefs locaux qui règlent des comptes avec le village d'à côté ou avec des vieilles rivalités, qui s'engagent dans une bataille parce que l'opportunité est là, parce que la résistance en face est plus faible à un moment donné, mais il n'y a pas une vision d'ensemble, une stratégie d'ensemble. Donc la prise de Palmyre donne des possibilités, mais à mon sens, elle ne s'inscrit pas dans une tactique qui voudrait dire que le coup d'après serait d'aller, par exemple, jusque vers la mer. Ça n'est pas automatique. Gilles Kepel, il n'y a pas de stratégie d'ensemble derrière ces mouvements assez étonnants que l'on voit ces derniers jours? On a quand même un ensemble qui est, au fond, le compte à rebours de la fin juin, où les Iraniens et l'Occident vont faire ou ne pas faire le deal nucléaire. Et dans cette perspective, toutes les forces sunnites, anti-chiites, se sont lancées dans la bataille pour faire tomber Damas. Vont-elles y arriver? Ça n'est pas sûr. Mais en tout cas, on voit bien qu'au moment où Daesh fonce à travers le désert, prend le nœud routier, pétrolier et autres de Palmyre et a, d'une certaine manière, on peut aller par la route, on va de Palmyre à Damas en passant par Homs, mais on peut foncer en 4x4 à travers le désert vers Damas directement. De l'autre côté, vers le nord-ouest du pays, je ne sais pas s'il y a la carte quelque part. Ça serait pas mal qu'on nous la montre. Si mais bon, tant pis, on se débrouillera. Vous avez une coalition qui s'appelle Jaish el-Fatah, c'est-à-dire l'armée de la conquête, qui elle est financée par l'Arabie Saoudite, soutenue par la Turquie et par le Qatar, qui se sont réconciliés. Vous vous souvenez que les Saoudiens détestaient les frères musulmans, avaient payé le maréchal Sissi pour les mettre en prison. Ils sont tous réconciliés maintenant pour attaquer par un autre côté Damas et éviter que Damas ne tombe entre les mains de Daesh. Parce que Daesh est très mal perçu par l'Arabie Saoudite, est très anti-monarchique. C'est quoi? C'est une course à qui sera le premier à Damas? Le premier à Damas. Daesh, voilà, ça. si possible à Daesh de la part saoudienne. Parce que si Damas tombe, c'est pas sûr du tout, mais dans l'hypothèse où ça va se tomber, c'est très important parce que la chute de Damas, dans les prophéties apocalyptiques musulmanes et sunnites en particulier, c'est le début de la fin du monde, c'est l'arrivée de l'heure, etc. Et vous avez, pour les Saoudiens, ce sera très difficile de garder leur légitimité de patron de l'islam sunnite si on a à Damas le califat, entre guillemets,
de Mossoul, de l'émir de Baghdadi, qui s'installe à Damas, ou qui peut prétendre qu'il est à Damas. Vous voyez, ça va leur faire un choc terrible. Et c'est dans cette grande perspective-là, Damas tombé d'un côté ou de l'autre, mais plus aux mains du clan Assad, ça veut dire que l'Iran est très affaibli tout d'un coup dans le deal. Et c'est ça, depuis que le roi Salman est là... Ce qu'il faut expliquer, c'est que dans le deal, effectivement, l'Iran dit, bon, si on se met d'accord avec les États-Unis, nous, on pourra éventuellement agir sur la Syrie. Si la Syrie n'existe plus, en tout cas la Syrie de Bachar el-Assad, voilà. C'est ça qui gère le problème. Ça fait tomber ça. Et d'autre part, pour les Saoudiens et leurs alliés du Conseil de coopération du Golfe, les grands pays sunnites, il faut absolument éviter le retour dans la communauté internationale d'un Iran puissant, 80 millions d'habitants, qui pourrait, d'une certaine manière, contrebalancer ces pays extrêmement riches, mais peu peuplés, et où vous avez une société civile qui est relativement peu développée. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une tectonique des plaques très importante qui se joue là dans les semaines qui viennent. En plus, le Ramadan va advenir dans 3 semaines. Et rappelez-vous, l'année dernière, 29 juin, donc il y a 15 jours de plus, Ramadan après le décalage chaque année, c'est le moment où le califat est proclamé à Mossoul par Baghdadi. Donc l'anniversaire du califat, c'est quelque chose, symboliquement, c'est une période très forte. Donc c'est cet enjeu-là, avec la fameuse pièce iranienne, effectivement. C'est vrai que les Iraniens sont très présents, alors indirectement en Syrie via le Hezbollah qui aide Bachar el-Assad. En Irak aussi, on l'a vu assez récemment encore. Oui, en Irak, au moment de la bataille de Tikrit, en mars par exemple, il y a eu quelques images qui ont circulé sur Twitter où on a vu un homme bien connu en Iran, qui est le général Soleimani, qui est un des leaders des gardiens de la révolution, qui était sur le terrain. Le grand paradoxe... Normalement, on a toutes les images, on peut les voir au fur et à mesure. Qui intervient, c'est que non seulement ils sont présents, mais extrêmement présents du côté irakien. La semaine dernière, le ministre de la Défense iranien est arrivé à Bagdad. Il a reçu, il a vu, il a participé aux réunions d'état-major. Donc il y a quand même... si ce n'est une tutelle, en tout cas un rapprochement extrêmement fort entre le gouvernement irakien et iranien, qui n'est pas nouveau, mais qui là devient carrément opérationnel. Vous avez ces gardiens de la révolution qui participent parfois à des combats et qui viennent en Irak, et qui sont en Irak les alliés objectifs des Américains. C'est-à-dire quand il faut prendre Tikrit, tout le monde y va. Les Américains coordonnent, bombardent. Sur le terrain, vous avez des milices chiites, vous avez les Iraniens qui participent. Donc, l'Iran en Irak est l'allié objectif des Américains, mais ça reste son ennemi en Syrie. Donc on est d'un point de vue américain dans une incohérence stratégique qui commence à devenir patente. Cette coalition qui s'est mise en place en Syrie réunit des Américains, des Français, des Saoudiens, qui aujourd'hui n'ont plus du tout les mêmes objectifs. Ce que l'on percevait au début en disant c'est fantastique, il y a une grande coalition qui va, mais chacun a une idée derrière la tête, ben ça y est, c'est le moment où chacun joue et abat ses cartes et ça part dans tous les sens. Et ça commence à se voir et ça commence à poser des questions aussi. L'image du jour en Irak, c'est celle de ces populations qui, comme Al-Palmyre en Syrie, fuient. Là, ce qu'on va voir, c'est autour de la ville de Ramadi en Irak, ville qui est à 100 km d'une base aérienne américaine, d'où cette déclaration d'un haut responsable du régime iranien. Aujourd'hui, justement, le général Qassem Soleimani. Les États-Unis trompent l'opinion publique mondiale, dit-il, en créant des coalitions mensongères pour soi-disant lutter contre Daesh, qui n'est pas réprimé. Justement, on va se rendre aux États-Unis. Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à New York. La réponse de Washington, elle est assez claire. Ce n'est pas notre faute, c'est celle de nos alliés irakiens. La défense et que vous cherchiez à défendre la stratégie militaire de votre pays, Memorial Day serait le moment idéal pour faire une déclaration. Les Américains, effectivement, aujourd'hui, rendent hommage à leurs soldats morts au combat, morts pour les États-Unis, si bien que ce n'est peut-être pas un hasard si le chef du Pentagone a choisi ce week-end pour accuser en gros les forces irakiennes d'être responsables de l'avancée de Daesh et de la chute de Ramadi. C'est un message très bien perçu ici. Alors il y a quelques républicains, notamment les candidats qui font campagne pour l'élection présidentielle de l'an prochain, qui dénoncent une nouvelle fois l'inefficacité de la stratégie militaire américaine. Mais il y a beaucoup de prudence. Ils proposent très peu d'alternatives à la stratégie actuelle de Barack Obama. Et pour Washington, comme pour la majorité des Américains, toujours pas question d'envoyer des troupes au sol, des troupes de combat. Ça risque de durer. D'ailleurs, la Maison-Blanche a fait comprendre que ce sera certainement au successeur de Barack Obama de décider de changer ou non de stratégie militaire au Moyen-Orient. Elisabeth Guedel à New York, merci Elisabeth. Et donc le Pentagone qui explique que
bien cette armée irakienne, elle n'a pas envie d'aller au combat. C'est pour ça qu'ils sont en train de perdre sur le terrain. Ils oublient un peu que c'est eux qui les ont formés au passage. Général, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une mauvaise armée? Ce sont des mauvais soldats, mal formés? Non, mais j'en pense d'abord une chose essentielle, c'est qu'on ne forme pas une armée en quelques mois, si vous voulez. Une armée, c'est un trésor qu'on doit conserver. On met des dizaines d'années à faire une armée. L'armée irakienne, elle a été cassée dans sa structure en 2003. Je dirais que le meilleur de l'armée irakienne aujourd'hui, je pense que c'est votre contrôle, et dans Daesh, ce sont les officiers irakiens les meilleurs qui actuellement forment l'ossature de Daesh, et qu'il faut beaucoup plus de quelques semaines d'entraînement, beaucoup plus que quelques ajouts de chars pour arriver à faire une armée. Ce qui compte dans une armée, c'est moins le matériel que l'entraînement et la volonté de se battre. Je dirais que les deux manquent profondément dans l'armée irakienne, et que donc, eh bien, dès qu'ils sont confrontés à une armée qui veut se battre et qui n'a pas peur de mourir et qui est Daesh, alors ils s'en vont. Quand les Iraniens disent aujourd'hui il y a une base militaire aérienne américaine à 100 km de Ramadi, ils les ont laissés faire. Vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas ? Écoutez, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, on n'arrive pas à arrêter la guerre uniquement avec des frappes aériennes. On est bien là dans une grande difficulté. C'est que les deux seules armées qui s'opposent à Daesh aujourd'hui sont une armée irakienne qui n'existe pas, elle n'existe pas encore, je dirais, et une armée syrienne qui, elle, a subi des coups très durs et a les plus grandes difficultés pour se battre aujourd'hui, après 4 ans de guerre. Donc on manque de troupes au sol. Et quoi qu'il arrive, les bombardements aériens ne sont pas suffisants pour arrêter une poussée comme celle-là. Donc on est devant un vrai problème stratégique sûrement, mais tactique aussi. Gilles Kepel. Et aussi un problème, oui, c'est vrai, aussi un problème politique, c'est-à-dire que Ramadi, c'est une ville sunnite principalement, et les sunnites de Ramadi qui luttaient contre Daesh se sont plaints que l'État central de Bagdad, qui est chiite principalement, ne leur a pas envoyé d'armes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des sunnites, même s'ils ne sont pas avec Daesh, qui soient armés. Et ainsi, pour reprendre Ramadi, il faut faire venir qui ? Les milices chiites irrégulières et les pasdaran iraniens. Vous voyez, c'est ça la stratégie qui est aussi en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc vous avez ce jeu de chaises musicales, les déclarations du général Qassem Soleimani, les déclarations des Américains. Tout ça est destiné d'une certaine manière à pousser ces pions pour faire bouger des lignes de front et des lignes politiques. Si vous voulez, vous avez la dimension tactique, stratégique, que le général a expliqué. Et puis vous avez également les jeux des acteurs. On est toujours dans ce grand puzzle de cette tectonique qui nous prépare au 30 juin. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment quand même d'avoir un peu de cécité autour de ce qui se passe sur le terrain avec Daesh. Et certains, en Iran, remarquent comment se fait-il que les services occidentaux ne sachent pas où on soigne leurs blessés, par exemple, comment ils reçoivent leurs armes, comment ils se financent. Et ils disent en Iran, vous allez me dire ce que vous en pensez et si c'est vrai, que ce sont des alliés de la coalition internationale qui permettent à Daesh d'exporter son pétrole, le pétrole qu'elle contrôle dans certaines zones en Irak. C'est comme ça que ça se passe ? Le pétrole de Daesh va vers le nord, c'est-à-dire qu'il traverse, le nord c'est la Turquie, il traverse la frontière turque et il traverse probablement aussi, par tel camion-citerne, la frontière kurde. Où va-t-il ensuite ? On n'en sait rien. Mais Daesh n'est pas simplement ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire quelques cinglés qui vont se faire exploser et qui coupent des têtes. Ça, c'est pour la propagande, bien sûr, c'est là. Mais vous avez toute une économie. Il y a des gens qui vendent du lait à Daesh. Il y a des gens qui, eux-mêmes, ont une énorme machine de trafic d'antiquités. C'est probablement le plus grand flux depuis des années et des décennies. Mais ça suffit à expliquer les centaines de missiles qui ont dû être tirés pour prendre, par exemple, une ville comme Palmyre, général ? Alors, vous parlez la vente de lait et d'antiquités, ça suffit à expliquer qu'ils avaient des centaines de missiles qui leur ont permis de prendre une ville comme Palmyre ? Alors d'abord, on sait bien que la victoire, là, leur permet à chaque fois de s'emparer d'armes. Je crois qu'ils ont réussi à récupérer 30 chars Abrams quand ils ont pris Ramadi. Donc on voit que c'est une armée qui se renforce en conquérant, ce qui n'est pas un cas tout à fait habituel. Ensuite, vous parlez de renseignement. Le problème de l'action militaire, si vous voulez, c'est qu'au bout d'un moment, elle arrive à son maximum d'efficacité
efficacité et que Daesh a appris à combattre contre l'aviation occidentale. Et donc, elle n'est plus susceptible de recevoir, Daesh n'est plus susceptible de recevoir les coups que Daesh recevait avant, parce qu'il ne savait pas se battre. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que le renseignement le plus important dans ce genre d'affaires, c'est le renseignement de type humain, c'est-à-dire acquis par des sources humaines qui sont sur le terrain. On voit bien que là, c'est extrêmement difficile. On a sûrement extrêmement peu d'espions occidentaux ou de forces spéciales occidentales qui sont dans les villes tenues actuellement par Daesh, compte tenu du danger que ça représenterait. Donc la source essentielle de renseignement, qui est le renseignement humain, ne fonctionne pas. Quant au renseignement satellite, aérien, si vous voulez, il ne fonctionne pas non plus, puisque Daesh a l'intelligence d'aller évidemment se camoufler dans des villes, dans les centres urbains, où il est beaucoup moins susceptible d'être repéré. Olivier, pour poser la question différemment, est-ce qu'il y a une complicité, même indirecte, une cécité partielle volontaire de la part de cette coalition ou d'une partie de cette coalition dans ce combat-là aujourd'hui qui est mené pour des raisons qui nous ont été expliquées par Gilles Kepel au début, notamment dans le grand jeu avec l'Iran? La préoccupation de couper le nerf de la guerre, l'approvisionnement et notamment en pétrole, elle est réelle. L'opération commando, première opération commando au sol menée par les États-Unis en Syrie il y a 2 semaines, avait pour objectif d'éliminer l'un des bras droits du calife Baghdadi qui avait en charge justement ce trafic de pétrole et l'alimentation financière. Il était présenté comme le financier de l'organisation. Donc il y a bien une volonté. Après, pour pouvoir mener ce type d'opération, il faut en effet du renseignement. C'est ce qui est le plus difficile à établir. Et puis on est quand même sur une organisation qui aujourd'hui s'étend, on l'a vu sur la carte, sur un arc qui part du nord de la Syrie jusqu'au milieu de l'Irak. Donc on est quand même entre l'étendue de territoire et le nombre d'hommes mobilisés, on parlait de 30 000, 40 000, c'est variable, sur une organisation qui ne se déstabilise pas simplement par des opérations commando. Il faut aller plus loin, il faut envisager des opérations au sol, et c'est là où la tactique américaine bute toujours sur la même problématique. En Irak, les unités au sol qui étaient censées faire le boulot, c'est ce qu'avait Barack Obama en tête, c'est l'armée irakienne. Il s'aperçoit à chaque fois que ça ne suffit pas et qu'il faut s'appuyer sur des milices, avec tous les dangers que ça représente. Les milices, un jour, demandent la contrepartie politique de leur action. Quand vous avez dit ça, en Syrie, il n'y a rien. Il faut changer Syrie, le paradigme bombardé, mais au sol, vous n'avez personne sur qui Donc vous il faut changer le paradigme en Syrie, c'est ça que vous êtes en train de dire? Il faut éventuellement repenser notre relation avec le régime de Bachar el-Assad en Syrie, qui est la contradiction américaine, y compris française, de dire nous ne mènerons que des opérations de bombardement aérien, est une incohérence qui n'a pas été levée. Le général l'expliquera mieux que moi, mais ça tombe sous le sens. Quand vous bombardez, vous pouvez mettre en déroute l'ennemi, l'obliger à quitter des positions, mais si vous ne prenez pas ces positions dans les heures qui suivent, mais ils reviennent. Donc c'est la guerre faite à la manière de Sisyphe, c'est sans fin. Gilles Kepel, pour conclure, la manière dont tout ça a été mené dans cet Orient compliqué, comme disait le général de Gaulle, vous avez le sentiment qu'on y est encore allé avec des gros sabots, alors qu'on aurait dû quand même avoir une certaine expérience depuis de ce qu'il fallait au moins ne pas faire là-bas? Oui, ça c'est quand même très frappant. En particulier en France, notre incapacité à penser que maintenant l'Iran va revenir dans le jeu. Les Américains l'ont voulu ainsi. Donc nous, on fait semblant de ne pas s'en rendre compte. On considère que nous n'avons de relation qu'avec les États-Unis du Golfe. Bon, pas de souci d'en avoir. Mais il faut arriver à se projeter sur le moyen terme. Sinon, on va être complètement éliminé de l'opération. La question de la Syrie est très typique. On s'est arc-bouté sur Bachar el-Assad. Les Russes et les Iraniens, au départ, étaient désireux de chercher une solution pour maintenir les positions, éventuellement en poussant Bachar el-Assad dehors. Aujourd'hui, si Bachar tombe, le régime syrien va avoir beaucoup de mal à tenir, parce que psychologiquement, symboliquement, ça sera le sentiment d'une défaite, la débandade. Les échos qu'on a aujourd'hui de l'attaqué, de la côte syrienne très alaouite, ne sont pas bons pour le régime. On nous dit que beaucoup de gens sont en train de fuir. Par bateau, ou gens du régime. Voilà, ou vont au Liban, si vous voulez. Liban qui va demain être aussi un enjeu énorme. Parce que demain, il sera en ligne directe. Et ils y sont déjà. Daesh et Nosra, on en parlait tout à l'heure, se battent aujourd'hui dans les zones sunnites du nord, près de Tripoli. Et si le Liban entre dans le collimateur,
Là, il va falloir, pour le coup, faire quelque chose. L'opinion publique voudra qu'on intervienne pour protéger les chrétiens. Et donc, on sera dans un scénario qui va encore se complexifier. Avec une question qui pourra faire l'objet d'un prochain décryptage, est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui de parler de Syrie ? Est-ce que, étant donné oui, parce que nous sommes la fracture territoriale, géographique, militaire, confessionnelle de ce pays, qui n'a tenu et qui n'existait que grâce à une main de fer, est-ce qu'aujourd'hui il est toujours pertinent d'imaginer que demain il y aura une Syrie dans les mêmes frontières ? Déjà, on n'a plus de frontières Sykes-Picot. Les accords Sykes-Picot de 1916, donc ça va faire 100 ans l'année prochaine, ce qui a fait la frontière syro-irakienne. Daesh les a gommés. Aujourd'hui, on a une Syrie qui est coupée en deux. Qu'est-ce qui va advenir du Liban ? Tout est en train de bouger à une vitesse extrême en ce moment. Votre conclusion, Général Desportes, Gilles Kepel disait le projet, on ne sait pas s'ils y arriveront, mais le projet c'est fin juin, Ramadan, avant les accords entre Barack Obama et accords potentiels avec l'Iran, arriver jusqu'à Damas. Vous pensez que militairement c'est quelque chose qui est imaginable aujourd'hui si la stratégie ne bouge pas ? Écoutez, tout d'abord, quand on parle de guerre, tout est possible, également le contraire. Mais je crois que si les Syriens ont quitté rapidement Palmyre, c'est justement probablement parce qu'ils tiennent absolument à préserver Damas. Et je crois qu'ils parient absolument pour le contraire. Donc je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour s'avancer sur ce genre de conclusion. Merci, nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Merci à vous d'être venu nous apporter votre expertise et votre analyse sur ce plateau. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Caroline. On se retrouve juste après. Et d'abord les riverains du 10e arrondissement de Paris qui sont soulagés. Leur mobilisation a payé la salle de shoot expérimentale qui devait ouvrir ses portes dans leur quartier et contre laquelle tous ou presque étaient vent debout. Eh bien, elle sera finalement rattachée à l'hôpital Lariboisière. Agnès Castagna et Marine Zambrano. C'est finalement ici, dans l'enceinte de l'hôpital Lariboisière, que la première salle de shoot ouvrira ses portes. La mairie de Paris l'a annoncé ce matin et la nouvelle satisfait les riverains du 10e arrondissement qui se battent depuis des années pour éviter son implantation près des habitations. Le 39 bis se situe juste derrière un immeuble d'habitation avec des familles et des jeunes enfants. Donc c'était ça qui nous posait le plus problème, mais sur une aide apportée à cette population qui est présente autour de la gare du Nord, nous n'étions pas du tout opposés, au contraire. Car à la base, la salle aurait dû être installée en lieu et place de ce préfabriqué. Les riverains ont obtenu gain de cause et l'association qui est en charge du projet trouve que cette délocalisation dans l'enceinte de l'hôpital a ses avantages. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler en rue, au contact des usagers, de pouvoir faire le pont avec des éducateurs, des infirmiers, des assistants sociaux, des médecins, qui sont des professionnels habitués et formés pour travailler auprès de ces populations-là. Autre objectif, nettoyer un quartier où la consommation de drogue se fait n'importe comment. Aujourd'hui, c'est ici, moi. Cette toilette ici. Non, promis. Partout. Même il y a la toilette là aussi. Juste là, en face. Mais l'ouverture de cette salle de consommation à moindre risque de 200 mètres carrés est encore conditionnée au vote d'une loi au Parlement cet automne. Conséquence, elle ne devrait pas voir le jour avant le début de l'année prochaine. Il s'est fait discret, mais il n'est pas passé inaperçu. Arnaud Montebourg, reconverti dans le privé depuis son départ du gouvernement, a tout de même participé à la traditionnelle ascension du Mont-Beuvray dans le Morvan, en compagnie de ses amis frondeurs comme Christian Paul, par exemple. Un nouveau look, une nouvelle communication aussi. Il ne souhaite plus parler aux journalistes. Julien Cholin. Sweatshirt par-dessus la chemise, barbe de 3 jours et sac à dos. Cet après-midi, Arnaud Montebourg s'est contenté de faire du Montebourg. Alors, salut, bien, bonjour, bien, bonjour. Tiens, tes dons là. Évidemment, salut. L'ex-ministre avait promis qu'il ne s'exprimerait pas, aucun commentaire, ou presque. Hier, Jean-Marie Le Guen a dit que vous manquiez au débat politique. Ah bon ? Bah écoutez, ils ont qu'à me remplacer, ils ont l'air très doués. D'accord, merci. Un peu plus tôt, Christian Paul a mené son ascension du Mont-Beuvray, une randonnée en toute simplicité, sans Arnaud Montebourg qui l'attendait lui au sommet. L'occasion surtout pour Christian Paul d'attirer les regards sur sa candidature à la direction du PS. Quand la moitié des militants socialistes ne vont pas voter, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Et je voudrais que les engagements de Poitiers soient davantage tenus que les engagements du Bourget. Je voudrais... Derrière lui, un Arnaud Montebourg muet jusqu'au bout. Faire parler sans prendre la parole. Non, vous me cassez les oreilles. La recette ne date pas d'hier. Vous savez ce qu'a dit Euripide, un grand poète grec. Il a dit « Parle si tu as quelque chose à dire plus fort que le silence, sinon garde le silence. » Manifestement, l'ex-ministre n'avait tout simplement rien à dire cet après-midi.
Et la réaction sur les télés de Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui regrette un peu qu'Arnaud Montebourg gâche, selon lui, son potentiel. Je pense que Arnaud Montebourg avait un potentiel important. Il s'est de lui-même mis de côté. Je pense que c'est tout à fait dommage. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse en dire plus aujourd'hui. Je pense c'était quelqu'un qui pouvait assumer des responsabilités jusqu'au bout et finalement il s'est mis un peu de côté. Là, je pense qu'il se gâche un peu. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse dire beaucoup plus. La gauche radicale prête à s'emparer de grandes villes d'Espagne, Madrid et Barcelone. Les prochaines maires devraient être issues de la contestation populaire. Ahora Madrid, par exemple, soutenu par Podemos, est parvenu à se hisser à la 2e position dans la capitale, à un siège seulement du Parti populaire qui est en place depuis de très longues années. Le leader de Podemos, forcément, est satisfait. C'est le message que 2015 sera l'année des changements. Des centaines de milliers de citoyens l'avaient dit le 31 janvier à la Puerta del Sol à Madrid. Ces élections l'ont confirmé. Ce que nous avons vu hier est le début de la fin du bipartisme et un signe clair qu'à la fin de l'année 2015, nous pourrons avoir un gouvernement différent pour ce pays. Un gouvernement qui se bat pour son peuple. Plusieurs fausses alertes dans le ciel américain. D'abord un avion Air France qui a dû être escorté par 2 chasseurs américains pour son atterrissage à New York. La raison est bien une alerte à la bombe après un appel anonyme passé depuis les États-Unis. L'avion est resté immobilisé plusieurs heures sur le tarmac dans une zone spéciale, fouillé minutieusement. Pour l'instant, les contrôles n'ont rien donné. Et puis d'autres menaces ces dernières heures, notamment des avions restés cloués au sol à Newark, dans le New Jersey. Un cocorico après la cérémonie de clôture du Festival de Cannes hier soir. Audiard, Lindon, Berco, Palme d'Or, prix d'interprétation masculine et féminine. Le cinéma français largement récompensé pour cette 68e édition. Alors au-delà du satisfecit général, que rapporte une récompense à Cannes, mais notamment une Palme d'Or? Écoutez la réaction du cinéaste Claude Lelouch, Palme d'Or en 66. Moi, je sais que ça m'a permis pendant 50 ans de faire les films que j'avais envie de faire. D'aller au bout de la petite idée que je me faisais du cinéma. Et c'est vrai que quand on reçoit des récompenses comme la Palme ou les Oscars, on se doit ensuite de continuer le chemin que nous a ouvert cette palme. Voilà la réaction de Claude Lelouch, Palme d'Or française donc pour Jacques Audiard cette année. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Merci Caroline. À suivre les sports avec François Pinet. On va parler d'une vieille rivalité footballistique en Espagne, Real-Barça. C'est Carlo Ancelotti qui en a fait les frais. Il est viré ce soir. Explication juste après la pause. À tout de suite.